Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre de l'étude des vecteurs aléatoires. Nous avions terminé l'étude du cas discret et terminé aussi l'étude du cas continu. Aujourd'hui, on va aborder l'avant-dernier paragraphe de ce chapitre qui est les caractéristiques d'un vecteur aléatoire. Donc, c'est 3 grand 4 plutôt. Caractéristiques d'un vecteur aléatoire. Alors, on dispose d'un vecteur V donc d'un vecteur aléatoire V qui est en couple XY et d'une application phi de R2 dans R. Nous savons que les caractéristiques, en fait, sont représentées par des espérances. Et au lieu, on sait ce que c'est qu'une espérance, on a déjà rencontré cela, et donc on va se contenter de donner une définition assez générale, c'est-à-dire qu'on va donner la définition de l'espérance de phi de xy, d'une façon donc générale. Donc 4.1, définition de l'espérance, on devrait dire espérance mathématique, je vous le rappelle, c'est un abus de langage que de se limiter au mot espérance. Donc définition de l'espérance de phi de xy. Alors on appelle espérance mathématique de phi de xy le nombre, comme d'habitude, l'espérance est un nombre. Donc le nombre noté espérance de phi de xy, donc noté comme ceci, est défini par... Alors là, on va donner, bien entendu, deux définitions. Pourquoi? Parce que cela va dépendre du fait que V est discret ou continu. Je vous rappelle que c'est exactement la même chose, la même définition. Ce qui va changer, c'est que dans le cas discret, on parlera d'une somme, alors que dans le cas continu, on parlera d'une intégrale. Et dans le cas discret, on parlera de la loi de probabilité, c'est les fameux PIJ, alors que dans le cas continu, on parlera plutôt de la densité conjointe. Donc, le nombre noté espérance, donc phi de xy, défini par espérance de phi de xy égale, alors, dans le cas discret, c'est la somme
Alors je vous rappelle, hein, espérance de quelque chose, c'est quoi? C'est la somme, dans le cas donc discret, d'une valeur de ce quelque chose. Or, x prend la valeur xi et y prend la valeur yj. Donc, c'est phi de xi, yj que multiplie pij. Alors, pourquoi double somme? Ben, parce que il faut que le i disparaisse et que le j aussi. Donc ça, c'est si v est discret. Par contre, dans le cas continu, les sommes deviennent des intégrales. Donc des intégrales de moins l'infini plus l'infini et moins l'infini plus l'infini. De quoi? Ben, toujours, une valeur c'est phi de xy, parce que grand X prend la valeur petit x et grand Y prend la valeur petit y, que multiplie la densité conjointe dx, dy. Et là, c'est si v est continu. Bon, ça peut paraître un peu étonnant que je parle d'intégrale de moins l'infini plus l'infini. En fait, les intégrales se feront sur V rond. Et il ne faut pas oublier que le domaine V rond se trouve dans la densité petit f. Voilà donc ce que c'est qu'en général, l'espérance de phi de xy. Et donc, à chaque fois qu'on nous demandera cela, il va falloir faire soit une double somme, soit une intégrale double. Ben justement, on va maintenant travailler sur cette espérance-là et essayer de la décomposer. On verra par la suite l'intérêt de cette décomposition. Donc, 4,2, décomposition de l'espérance de phi de xy. Donc on commence l'espérance de phi de xy. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est toujours intégral. Alors une valeur de phi de grand X, grand Y, c'est phi de petit x, petit y, que multiplie la densité conjointe au point x, y. Alors bien entendu, il n'y a pas de petit x, il n'y a pas de petit y à gauche dans cette équation, donc ils doivent disparaître, donc c'est une intégrale double par rapport dx, dy, ou bien dy, dx, cela importe peu. Et bien sûr, l'intégration se fait sur le domaine, on l'avait dit, V rond. Bien, alors, on va remarquer quelque chose. On sait que la densité de y conditionnée par grand X égale à X en un point petit y, je vous rappelle parce que le X ne varie pas. On avait vu déjà que c'était la densité conjointe sur la densité de X au point petit x. De là, on en déduit quoi? On en déduit que la densité du couple XY, c'est la densité de X que multiplie la densité de Y conditionnée par X au point Y. Et alors, vous voyez bien, cette densité conjointe, elle se trouve sous le signe d'intégration. Donc, on va remplacer la densité du couple par le produit de ces densités. Et on va remarquer quelque chose. Donc, ainsi, l'espérance de phi de xy
c'est l'intégrale sur V rond, mais ça c'est pas important, les bornes. Alors phi de xy que multiplie la densité de x et que multiplie la densité de y conditionnée par x en un point y dy. Alors, dans mon cas ici, j'ai choisi d'intégrer d'abord par rapport à y. Si j'avais écrit dx dy au lieu de dy dx, à ce moment-là, j'aurais utilisé la variable aléatoire x conditionnée par y et j'obtiendrai le même travail. Bon, maintenant, si on regarde cette intégrale, la première intégrale, c'est par rapport à y. Et on voit tout de suite qu'il y a un terme qui ne dépend pas de y et qui ne dépend que de x. Seulement, comme on va intégrer par rapport à y, x joue le rôle d'un paramètre. Et donc, la densité de x aussi. Donc, on peut très bien la faire sortir du signe somme. Et alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'intégrale de la densité de x de l'intégrale de phi de xy par la densité de y conditionnée par x, y, dy, dx. Et on va maintenant s'intéresser à cette intégrale. Quand on la lit, on lit intégrale de phi de xy qui multiplie la densité de y conditionnée par x. Et ça, c'est un réflexe qu'un tout probabiliste doit avoir. Dès qu'on doit faire une intégrale d'une fonction quelconque que multiplie une densité, on pense tout de suite à une espérance. Donc, ce qui est la première intégrale, qui est entre crochets, c'est une espérance. Maintenant, il faut bien écrire les choses. C'est une espérance de quoi? Alors, c'est une espérance de ce quelque chose. Alors, ce quelque chose, phi de petit x, petit y, est une valeur. Seulement, c'est une valeur de quelle variable aléatoire? En fait, c'est la variable aléatoire phi de petit x, mais grand y. Pourquoi? Parce que la variable, ce qui varie ici, c'est grand y, ça n'est pas x. Donc x, il ne bouge pas. Conditionné par grand x égale à x. Nous venons ainsi de faire la première intégrale. Maintenant, cette deuxième intégrale, on remarque aussi que c'est l'intégrale de quelque chose que multiplie une densité. Et donc, à son tour, c'est une autre espérance. C'est espérance de espérance avec phi de petit x, y, qui est une valeur de ce quelque chose. En l'occurrence, ce sera donc phi de xy, mais toujours conditionné par grand X. Voilà la décomposition. Alors, c'est la décomposition qu'on a obtenue en écrivant dy, dx. Maintenant, x et y jouent un rôle symétrique. Si on avait écrit dx, dy, on aurait obtenu une autre décomposition, c'est celle-là. C'est espérance de phi de xy, mais cette fois-ci, le conditionnement se ferait par rapport à y. Donc, à partir de là,
quand on nous demandera l'espérance de phi de x, on peut, bien entendu, appliquer la définition qui est une intégrale double. On peut aussi utiliser cette décomposition. En règle générale, il n'y a pas d'avantage à le faire, sauf dans un cas particulier. Alors, cas particulier, maintenant, c'est le cas où phi de xy, ça n'est rien d'autre que le produit de x par y. À ce moment-là, on aura quoi? On aura l'espérance de xy qui sera égale à l'espérance de xy conditionnée par x. Alors, on s'intéresse à la première espérance, celle qui est à l'intérieur, espérance de xy conditionnée par x. Si elle est conditionnée par x, ça veut dire que le x est fixé. Et si le x est fixé, il joue le rôle d'un paramètre. Et donc le produit xy, de par la linéarité de l'espérance, va nous permettre de pouvoir faire sortir le x. Et ça va nous donner quoi? Et ça va nous donner tout simplement l'espérance de x que multiplie l'espérance de y conditionnée par x. Ça, c'est en utilisant la première écriture. Si on avait utilisé la seconde, on aurait obtenu espérance. Cette fois-ci, c'est de y par espérance de x conditionné par y. Alors, ici, on remarque tout de suite l'intérêt de la décomposition. Pourquoi? Ben, parce qu'on rencontre l'espérance de x conditionnée par y ou l'inverse. Or, ces deux espérances, on les a déjà calculées. Et donc, finalement, pour trouver l'espérance recherchée, on n'aura plus qu'à faire une seule intégrale au lieu d'en faire deux. Voilà pourquoi, à chaque fois que je vous demanderai, il va falloir penser à utiliser la décomposition. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, bien sûr, en voyant apparaître espérance de xy, vous voyez très bien où c'est qu'on veut arriver. C'est bien sûr la covariance. En fait, c'est ça le but de l'introduction des caractéristiques. Donc, on aborde le dernier paragraphe. C'est donc c'était grand 4, je crois. Donc 4.3, covariance. Covariance. Et bien entendu, ils vont ensemble, coefficient de corrélation. Alors, on va commencer par la définition. On appelle covariance du couple XY noté cov de XY, le nombre, attention, quand il existe, Pourquoi quand il existe? Ça veut dire qu'il peut être infini. Rappelez-vous que des intégrales peuvent être infinies et des sommes aussi. Donc, quand il existe, le nombre donc défini par covariance de xy
c'est l'espérance de x moins l'espérance de x, c'est-à-dire x centré, que multiplie y moins l'espérance de y. Voilà ce qu'est donc la covariance, et bien sûr, ça nous rappelle quelque chose en statistique, on avait fait quelque chose d'équivalent. Bien sûr, c'est espérance au sens que ce soit discret ou continu. Donc c'est soit des sommes, soit des intégrales. Or, ces deux outils sont linéaires. C'est ce qui fait que l'espérance est linéaire. Et donc, si on développe le produit x moins l'espérance de x fois y moins l'espérance de y, et qu'on utilise la linéarité, on obtient, donc on va le mettre en remarque, en fait, la covariance de xy, va devenir l'espérance de x et y, donc ça nous rappelle ce qu'on vient de faire, moins l'espérance de x, l'espérance de y. Alors pour mieux étayer ce qu'on vient de faire, on va faire deux exemples. Pourquoi deux exemples? On va faire un exemple dans le cas discret et puis un autre exemple dans le cas continu. Et donc on va reprendre l'exemple A pour le cas discret et l'exemple B pour le cas continu. Donc, premier cas, si on prend l'exemple A, je vous rappelle, hein, c'était le tableau. On a la formule, c'est que covariance de xy, c'est l'espérance de xy moins l'espérance de x et l'espérance de y. Dans l'exemple A, nous avions l'espérance de y qui valait 0. Donc, la covariance de xy se limitait à l'espérance de xy. On en déduit que la covariance qu'on recherche, ça n'est rien d'autre que l'espérance de xy. Et l'espérance de xy, dans le cas discret, c'est forcément une somme. Mais rappelez-vous, c'est une double somme sur tous les i, tous les j. De quoi? D'une valeur de ce qui est en parenthèse. Or, une valeur de x, c'est xi. Une valeur de y, c'est yj, que multiplie la loi de probabilité conjointe qu'on avait appelée PJ. Ça, c'est la formule. Maintenant, on va développer terme à terme. Alors, ça va nous donner x égale 1, y égale à moins 2, PJ c'est 3/8, voilà pour le premier. X, quand x est égal à 2 et que y est égal à moins 2, on a la probabilité 1/8. Voilà donc par rapport. Maintenant, x égale à 1 et y égale à 2 avec une probabilité d'un quart, plus x égale à 2 et y est égal à 2 avec une probabilité aussi d'un quart. Bon, calcul fait, et si je n'ai pas fait d'erreur, d'ailleurs j'en profite pour vous dire,
et vous recommandez surtout de toujours refaire mes calculs, on ne sait jamais. On obtient donc une covariance égale à 1/4. Voilà, donc vous voyez que c'est relativement simple dans le cas discret. Sauf que c'est le cas discret le plus simple. Hein. Il peut y avoir des exemples plus compliqués que vous verrez en télé. Voilà. Maintenant, si on prend le cas continu, c'est-à-dire si on prend l'exemple B. Alors là aussi, je vous rappelle, la densité du couple XY, c'était KXY2, et le support du vecteur aléatoire, c'était le domaine D qui était l'intérieur d'un triangle. Nous avions déterminé la densité de X et la densité de Y, et on avait trouvé que l'espérance de X valait 1/3 et l'espérance de Y valait 1/2. Et là aussi, je vous demande de vérifier mes calculs. Donc, pour déterminer la covariance, il nous suffit de calculer l'espérance de XY. Alors, bien sûr, on peut appliquer directement la définition, c'est-à-dire que c'est l'intégrale double, puisqu'il y a deux variables, sur D, de quoi d'une valeur, c'est-à-dire xy, que multiplie la densité de xy au point xy. Mais, au lieu de faire donc un calcul d'une intégrale double, on va utiliser la décomposition. Alors, pour faire la décomposition, il fallait faire intervenir, on l'avait vu tout à l'heure, la variable aléatoire conditionnelle, soit x conditionné par y, soit y conditionné par x. En fait, le choix, on ne l'a pas. Pourquoi on ne l'a pas? Parce qu'on a tout simplement, tout à l'heure, déjà déterminé x considéré la variable aléatoire x conditionnée par y. Et donc, on va utiliser ça. Alors, ceci, c'est espérance de xy conditionnée par y. Mais rappelez-vous, ici c'est y à l'intérieur de la première espérance, c'est y qui est fixé, donc il peut sortir et ça va nous donner l'espérance de y que multiplie l'espérance de x conditionnée par y. En fait, il nous reste à déterminer cette variable aléatoire, cette espérance conditionnelle qui est une variable aléatoire. Or, la variable aléatoire, l'espérance de x conditionnée par y, a pour valeur, rappelez-vous, c'était espérance de x conditionnée par y égale à petit y, et ceci, si on n'a pas fait d'erreur, ou du moins si je n'en ai pas fait moi, c'était 1 moins y sur 6. Ceci, c'est la valeur. On peut maintenant faire le chemin inverse, c'est-à-dire retrouver la variable aléatoire. Donc la variance, l'espérance, la variable aléatoire espérance de x conditionnée par y, ça n'est rien d'autre que 1/6 que multiplie 1 moins grand y.
Et donc, vous voyez, on en déduit quoi? On en déduit que l'espérance de xy qu'on cherche, ça n'est rien d'autre que l'espérance de y que multiplie 1/6 de 1 moins y. Alors, en utilisant la linéarité, on va obtenir 1/6 linéarité de l'espérance. Hein. C'est 1/6 de l'espérance de y moins l'espérance de y2. L'espérance de y, on la connaît. Il nous reste uniquement à déterminer l'espérance de y2. Alors, l'espérance de y2, c'est simple, c'est une variable, donc c'est une seule intégrale. Une valeur de y2, c'est petit y au carré, que multiplie la densité de y. À intégrer où? Sur le support de y. Or, le support de y, c'est 0, 1. Alors, on remplace, c'est l'intégrale entre 0 et 1, y2, k sur 2, y2, 1 moins y au carré dy. Et en fait, ça fait k sur 2, intégrale entre 0 et 1, de y4, 1 moins y à la puissance de dy. Et même cette intégrale, on ne va pas la calculer. Pourquoi? Parce qu'on remarque tout de suite que c'est une loi bêta. Et donc ceci, c'est k sur 2. Bêta, alors a moins 1 est égal à 4, donc c'est un 5. A est égal à 5. B moins 1 est égal à 2, donc B est égal à 3. Alors, d'après donc Euler, maintenant il faut juste remplacer. On a K, c'est 30 sur 2, gamma de 5, gamma de 3 sur gamma de 8. Bon, ça fait 30 sur 2, factoriel 4, parce que je vous rappelle que c'est des entiers, donc gamma de n, c'est n-1 factoriel, que multiplie 2 factoriel sur factoriel 7. Et on trouvera, si je n'ai pas fait d'erreur, 1/7. Et bien, il n'y a plus qu'à remplacer. Et en conclusion, donc, vous remarquerez qu'en fait, la décomposition m'a permis non seulement de ne pas faire une intégrale, mais elle m'a permis aussi d'en en faire aucun. Covariance de xy qui est égale à espérance de xy moins l'espérance de x, espérance de y. Alors, pour l'espérance de xy, c'est 1/6 facteur. Alors, l'espérance de y, on avait dit que c'était 1/2. Si je n'ai pas fait d'erreur, 1/2 moins l'espérance de y2, on vient de la trouver, c'est 1/7. Le tout moins l'espérance de x, c'était 1/3. Et l'espérance de y, c'était 1/2. Alors, calcul fait, une fois qu'on fait tous les calculs, on trouve moins 1 sur 42. Bon, en fait, le résultat est presque secondaire. Voilà donc la covariance. Alors, on remarque que la covariance est négative. En statistique, on avait vu le sens que ça a. Si une covariance est négative, ça veut dire que x et y évoluent en sens contraire. C'est-à-dire quand x augmente, y aura tendance à diminuer. Ça, c'est la première chose. On avait déjà donné un résultat
en statistique, qu'on va reprendre ici sous la forme non pas d'un théorème parce que ce n'est pas un résultat important, disons donc un lemme, c'est que si x et y sont indépendantes, alors covariance de xy est égale à 0. Hein, on l'avait déjà vu en statistique, et on va faire la même remarque que l'on avait faite à ce moment-là, à savoir que ce lemme tel qu'il est écrit, en fait, n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que si on sait que les variables aléatoires sont indépendantes, il n'y a même pas d'étude d'un vecteur aléatoire. On étudie x à part et y à part. En fait, l'intérêt de ce lemme, elle est dans sa contraposée. Ça, c'est beaucoup plus important. La contraposée, je vous rappelle, la contraposée de P implique Q, c'est-à-dire non Q implique non P. Donc, si covariance de xy est différente de 0, alors x et y sont dépendants. Et donc, tout naturellement, à chaque fois qu'on calculera une covariance, je vous dirai toujours qu'est-ce qu'on peut en conclure. Alors, dans l'exemple précédent, je dirais même dans les deux exemples, A et B, on avait covariance de xy, pardon, covariance de xy est à chaque fois différente de 0. Donc, dans les deux cas, x et y sont dépendants. Ça, c'est la première conclusion. Il faut remarquer que très souvent, c'est un piège qu'on peut vous poser, c'est-à-dire, vous donnez deux variables aléatoires, vous demandez de calculer la covariance, et de vous demander de conclure, d'en tirer une conclusion, d'en tirer une déduction. Et là, il faut faire attention. On ne peut tirer de déduction que si la covariance est différente de 0. Parce que si la covariance est égale à 0, les deux cas sont possibles. X et Y peuvent être dépendantes comme elles peuvent être indépendantes. Et donc, dans un cas pareil, il faut savoir écrire qu'on ne peut rien conclure sur la dépendance. Je précise sur la dépendance. Voilà. Alors, on vient de voir donc les qualités de la covariance. Je vous rappelle qu'elle sert à mesurer la relation linéaire qu'il y a entre deux variables possibles. On l'avait vu en statistique. Mais le problème avec cet outil qu'est la covariance, c'est que c'est un outil qui peut être infini. Or, une dépendance infinie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que le maximum d'une dépendance, c'est ce qu'on appelle 100%. Il ne peut pas y avoir plus que 100%. Bien que parfois il y a des gens qui parlent de 110%, etc. Mais tout ça, c'est des histoires. Ça n'existe pas. Donc, cet outil ayant ce défaut, on a essayé de l'améliorer et après le cours de stats que nous avons fait, vous voyez tout de suite de quoi je vais parler. Je vais parler du coefficient de corrélation. Donc, on va donner la définition. Du coefficient de corrélation. On appelle coefficient de corrélation
D'ailleurs, ça me fait penser que parfois on parle de coefficient de corrélation linéaire. D'ailleurs, allez, on va le mettre. Du couple XY, le nombre noté. Alors, il y a deux notations. Hein. On le note, comme on l'avait dit en statistique, ρ de XY ou R de XY. Ça dépend des auteurs. Chacun le note comme il l'entend. Donc, le nombre noté ainsi est défini par ρ de XY, c'est la covariance, comme on l'avait vu en statistique, covariance de XY sur l'écart type de X que multiplie l'écart type de Y. Voilà. Alors, l'intérêt du coefficient de corrélation par rapport à la covariance, c'est que le coefficient de corrélation est un nombre qui est borné. Rho de XY est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc la dépendance est maximale quand on se rapproche de 1. Bien sûr, égal à 1, c'est impossible, sinon ce ne serait pas aléatoire. Mais plus on se rapproche de 1 ou de moins 1, plus la relation linéaire est très forte. Hein, je vous rappelle, corrélation linéaire, c'est-à-dire relation linéaire commune à X et à Y. Voilà. Bien, là, c'était juste pour faire le lien avec le cours statistique, parce qu'en probabilité, on utilise très rarement le coefficient de corrélation, on se contente de la covariance. Pourquoi? Parce que le côté pratique importe peu. Voilà, nous avons terminé ce paragraphe. Il nous reste un seul que nous ferons la prochaine fois. Et en fait, c'est le but du module, c'est ce qu'on appelle la transformation de vecteurs aléatoires. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, connaissant la loi de probabilité d'un vecteur V, en déduire la loi de probabilité d'une fonction de ce vecteur aléatoire. Et c'est ce qu'on fera donc la prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci.